Donc on va reprendre le chapitre 4 qu'on avait démarré la dernière fois, donc sur l'espace des états de position, chapitre 4. Donc j'avais déjà fait une introduction un peu générale que du coup je ne vais pas refaire, mais alors il y avait un grand 1 état de position, et espace associé. Bon, oui, enfin non, l'espace associé sera peut-être le 2. Donc j'étais, je sais plus, j'avais plutôt discuté, j'avais pas fait beaucoup de petit 1, petit 2. On a déjà fait 1 et 2 ? Ok, alors là-dedans il devait y avoir des états de position à position bien définie, c'est ça ? Donc ce qu'on avait vu, c'est que oui, on avait dit qu'une position, c'était donc à une dimension, c'est une coordonnée x, et cette coordonnée, elle est liée, en fait, c'est une distance entre le point et une origine, donc c'est lié à la grandeur physique distance ou longueur, enfin distance, disons. Ça se mesure en mètres, etc. Enfin bon, c'est la notion d'espace habituelle. Et donc la question qui se pose, c'est quand même, est-ce qu'il existe des états de position, des états à position bien définis? Ce qu'on sait en physique quantique, c'est que s'il existe un état x, et puis un autre état y, avec y différent de x, alors il existe aussi tous les états, combinaisons linéaires de ces deux états, et même d'une infinité. Hein. Et ça, du coup, c'est un état qui n'a pas une position bien définie. Alors, ce n'est pas quelque chose de très intuitif. Néanmoins, la physique quantique nous dit que s'il y a deux états, vous pouvez faire toutes leurs combinaisons linéaires. Bon, bah, c'est comme ça. Alors, il se pose une question supplémentaire dans le cas de l'espace par rapport aux grandeurs physiques qu'on a vues. C'est que les positions sont des réels, donc ça forme un continuum, et donc on ne va pas pouvoir, on va pas pouvoir en principe utiliser le formalisme dont je vous rappelle, si vous avez une grandeur physique G avec des états à valeur bien définie GI, on sait que il y en a qui sont déjà en train de regarder le truc. Mais vous regarderez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous m'avez troublé? Oui, donc on a une base. Enfin, la base des GI est une base orthonormée. Au sens où GI, GJ est égal à delta IJ, c'est-à-dire ça vaut 0 si I n'est pas égal à J, et ça vaut 1 si I est égal à J. Et on peut décrire un état quelconque comme la somme des alpha IGI pour I. Alors si on est dans un espace dimension finie, de I égale 1 à la dimension, et puis si cette dimension est finie, dénombrable, eh bien c'est pour I dans tout N. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous m'avez coupé dans mon élan, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Non, mais... oui, alors, si on a... Alors, si on a... Je suis aussi troublé parce que moi j'ai un petit 3 état propre de position, donc je ne sais plus trop ce qu'on avait raconté la dernière fois. Peu importe. Bon, le point c'est que si on mesure G, si on mesure la grandeur physique G alors que le système est dans cet état-là, on va obtenir... Ah oui, ça y est, je raccroche. Ce que je voulais écrire là, c'était ça. J'ai
toujours la même chose, j'ai déjà écrit 200 fois, mais GI. Et donc si on mesure G, on obtient donc GI avec la proba module de alpha I au carré. C'est-à-dire en fait psi GI psi. Enfin, si l'état est normé, c'est-à-dire si la somme des alpha I carré vaut 1, sinon il faut diviser par la norme de psi psi, c'est-à-dire la somme des alpha I carré. Bien. Alors, s'il existe... Oui, mon point est celui-là, c'est existe-t-il des états de position bien définis? Alors, on va voir que ça pose un problème, en fait, du fait de la continuité de l'espace, mais on va essayer de développer le même formalisme. Donc, tout ce que je vais faire, c'est supposons qu'il existe des états bien définis, alors qu'est-ce qu'on devrait avoir? Alors, on verra ensuite, je vous donne le résultat, on va voir qu'en fait, c'est pas possible, il n'y a pas d'état de position bien défini, mais on peut faire comme si, pas juste en approximation, on peut se servir de ce que seraient des états de position bien définis pour quand même écrire quelque chose de cet ordre-là. S'il existait des états bien définis. Alors, je vais refaire un troisièmement. Ça, c'était un peu une discussion générale. Maintenant, on va s'attaquer on va aller dans le dur, on va s'attaquer à la formulation mathématique de ça. Donc, état de position bien défini. Et je vais mettre un point d'interrogation. De position. 3 points d'interrogation. Est-ce que ça existe? Alors, si ça existe, alors on développe tout le formalisme de la physique quantique. À la grandeur physique position, donc position x, enfin c'est une longueur, c'est une distance, enfin bon, la grandeur physique x, j'associe l'observable x chapeau, qui du coup est un opérateur qui agit dans l'espace de Hilbert de la façon suivante, x chapeau. Alors ça, c'est l'état de position, c'est le vecteur propre de l'opérateur x, état à position bien définie, tel que x, l'action de l'opérateur sur x, c'est xx. Donc ça, c'est le formalisme qu'on a développé dans le cas discret, enfin dans le cas dénombrable, sauf que là, évidemment, c'est plus dénombrable, mais qu'est-ce que ça change? Oui? Là, ce que vous écrivez, c'est toujours dans le petit 2 ou... Bah, du coup, je fais un petit 3, parce que je ne sais plus trop ce que j'avais fait. Il y avait non, là, le nouveau titre, c'est 3 points d'interrogation. Il y a un nouveau titre. Les points d'interrogation sont capitaux ici. Supposons, s'il existe des états de position bien définis, alors voilà comment ça doit se passer. Et je vais essayer de généraliser ça, qui est ce qu'on a vu pour n'importe quelle grandeur physique, mais discrète, avec des valeurs discrètes. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, le problème de ça, première question, il y a 2 questions qui se posent. Comment s'écrit un état général? Donc là, l'état général, il s'écrit comme ça. Je fais une combinaison linéaire. Mais une combinaison linéaire, je sais l'écrire, justement. Ça a été tout le travail qu'on a fait sur les bases de Hilbert. C'était de se dire, même en dimension infinie, je peux donner un sens à une expression de ce genre via la convergence... c'est toute la théorie des bases de Hilbert, c'est-à-dire vous faites des sommes partielles et vous montrez que ça peut converger. En particulier, vous avez la norme... Je vais mettre ici tout ce qu'on sait en dimension finie, standard. En particulier, donc, vous avez si vous avez phi égale somme de i égale 1 à l'infini de bêta i gi, d'accord, un autre vecteur général, alors j'ai le produit scalaire psi phi qui est simplement somme de i égale 1 à l'infini de alpha i étoile bêta i. Et par ailleurs, j'ai donc la norme au carré de psi, celui-ci,
qui vaut donc psi psi. C'est donc la somme des alpha i étoile alpha i, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à l'infini des modules de alpha i carré. D'accord? Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu. On sait donner un sens à ces combinaisons linéaires infinies par passage à la limite. On est dans un espace de Hilbert complet, donc toute série, toute suite comme ça, donc quand vous faites tendre vers n vers l'infini, ça va converger vers un vecteur, mais comme l'espace est complet, ça converge vers un vecteur de l'espace, et vous pouvez donc définir tous les vecteurs de l'espace des états comme une combinaison linéaire comme ça, développée sur la base, et dire qu'on a une base de Hilbert. Je vous rappelle, on en profite pour rappeler tout ça, dire qu'on a une base de Hilbert. Vous vous rappelez, on avait un théorème de caractérisation. Pouvoir écrire ça, c'est équivalent à pouvoir écrire ça, et c'était aussi équivalent, il y avait une caractérisation sur le fait que, donc, si vous avez une base de Hilbert que je vais noter, remarquez, c'est les G et J, si, quel que soit I, j'ai GI psi qui est égal à 0, donc si vous avez un vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs de votre famille, si à chaque fois qu'on a ça, ça équivaut à psi égale 0, alors vous avez une base, effectivement une base de Hilbert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher dans un coin. Si on est orthogonal, il ne manque pas des vecteurs dans la base. Vous vous rappelez, hein, c'est une base complète. Donc ça, c'est ce qu'on a en dimension dénombrable. Alors là, qu'est-ce qui se passerait? Donc si on a des états, si on a des états à position bien définie, alors il va y avoir un opérateur, enfin je peux définir un opérateur comme ça, mais ce que je vais demander, c'est que si je fais le produit scalaire de deux tels états, donc x, y avec y, enfin, question, que vaut ça? Que vaut ça? Voilà. Que vaut ce truc-là? Alors, ce truc-là, c'est exactement comme ici, psi. Si je suis dans l'état psi et que je mesure GI, je vais trouver, enfin que je mesure G, pardon, je vais trouver GI avec comme probabilité le produit scalaire entre GI et psi. Hein, ce alpha i ici, ça c'est le produit scalaire entre GI et psi, enfin son module au carré. Si il existe des états de position bien définis, si je suis dans l'état Y, et que je mesure la position, est-ce que j'ai une chance de trouver x si x est différent de y? Bien sûr que non. Si je suis dans l'état de position bien définie y, alors si je mesure la position, par définition, je vais trouver à tous les coups y. Je suis dans l'état de position bien définie. Donc, si je suis dans y, une mesure de la position, d'accord, donne y avec une probabilité 1 et donne x avec une proba donne x avec proba 0 si x est différent de y. OK? Par conséquent, que vaut ça? Eh bien ça vaut 0 si x est différent de y, et ça vaut 1 si x égale y, enfin y vaut 1. OK? On doit avoir ça. Alors, sauf que ça pose problème quand on s'intéresse maintenant à un état général. Qu'est-ce que c'est qu'un état général? Alors, un état général avec une base de Hilbert dénombrable comme ça, c'est la combinaison linéaire. Ici, on a une base continue. L'état général, je devrais pouvoir l'écrire psi. Je veux le développer sur l'ensemble. Je peux lui donner une certaine probabilité d'avoir le résultat x quand je fais une mesure. Et donc, je vais transformer cette somme discrète en une somme continue avec un certain coefficient pour chaque x
Et ce coefficient, bah, je vais le noter psi de x. Hein. Donc, un état général, je voudrais pouvoir l'écrire comme ceci. L'état général est caractérisé en fait par une fonction x. Donc ça, c'est une fonction qui caractérise l'état, qui nous dit comment se répartit l'état sur l'ensemble des vecteurs de base. Je prends la même lettre parce que c'est cette fonction-là qui caractérise entièrement psi. Sauf que si vous faites ça, enfin, donc voilà, c'est ça l'écriture d'un état le plus général. Mais si on fait ça, posons-nous la question maintenant, prenons le produit scalaire entre x, alors enfin ça, x c'est une grandeur muette, entre x0 et psi. Que vaut x0 psi? Ben, vu qu'on sait ce que valent les x, y, pour n'importe quel x et y, ça vaut 0 s'ils ne sont pas les mêmes, et ça vaut 1 s'ils sont les mêmes. Je vais pouvoir, ça c'est juste une combinaison linéaire, enfin c'est linéaire, une intégrale. Donc si je fais le produit scalaire de x avec cette combinaison linéaire, ça va être la combinaison linéaire de x, enfin de x0 avec chacun des x ici. Alors quand je dis combinaison linéaire, c'est dans un sens, je ne devrais pas dire combinaison linéaire, c'est une somme infinie, normalement une combinaison linéaire c'est fini. Mais on a vu proprement comment généraliser la notion de combinaison linéaire à une combinaison linéaire qui normalement est finie à une combinaison linéaire dénombrable. On l'a fait proprement, les bases de Hilbert, on a tout démontré, enfin, ou en tout cas énoncé. Ce qu'on veut faire, c'est le généraliser à une base continue. Donc allons-y. Ça doit quand même rester, enfin le produit scalaire, c'est une opération linéaire. Donc si je fais x0 psi, ça doit être égal à, alors allons-y. Eh bien, ça va faire x0 scalaire, tout ça, et donc ça va faire somme de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est juste un nombre, hein. C'est le nombre psi de x. C'est la composante de psi sur le vecteur x, en principe. Alors, sauf que donc ça va faire psi de x, x0, x, dx. OK? Alors ça, c'est égal à 0 si x est différent de x0, et c'est égal à 1 si x égale x0. Alors x va se balader de moins l'infini à plus l'infini, et avec ça. Et du coup, que vaut cette intégrale? Ben, vous voyez que ça, c'est 0 presque partout. En fait, c'est 0 partout, sauf en un point, exactement x égale x0. Donc ça, c'est cette fonction-là, que je suis en train d'intégrer sur dx, c'est une fonction qui vaut 0 absolument partout, sauf en x0, où elle vaut quoi? Où elle vaut psi de x0. Donc ça, c'est égal à 0, quel que soit x différent de x0, et c'est égal à, parce que quand x vaut x0, ça doit valoir 1, et donc ça fait psi de x0 fois 1, donc ça c'est égal à psi de x0 si x égale x0. Donc vous avez une fonction à intégrer. La fonction à intégrer, la voilà. C'est la fonction qui vaut absolument 0 partout, sauf en un point où elle vaut, en un point x0, où elle vaut psi de x0. C'est quoi l'intégrale de cette fonction? 0, bien sûr. C'est la fonction nulle. Au sens de Lebesgue, d'ailleurs, elle est égale à la fonction nulle, puisque deux fonctions sont identifiées si elles sont égales presque partout. Tout simplement parce qu'elles ont la même intégrale. Et cette intégrale, c'est donc la même intégrale que la fonction nulle tout court, c'est donc 0. Donc ça vaut 0. Et là, on tombe sur le problème. Le nœud du problème, c'est que cet état, qui a l'air d'être l'état formidable, celui qu'on veut, enfin on a développé un état sur notre base, sauf que si je calcule son produit scalaire avec x0, c'est-à-dire si je mesure la position, la grandeur physique position pour cet état-là, alors on sait qu'on peut mesurer une grandeur physique sur un état qui n'a pas une valeur bien définie, mais il va nous donner une réponse qui est une certaine valeur, avec comme probabilité le module au carré du produit scalaire entre l'état, enfin, le module au carré de GI.
voilà, de l'état sur GI. Sauf que là, le produit scalaire de l'état sur l'état propre x0, quel que soit x0, ce produit scalaire, c'est 0. Donc la probabilité de trouver la réponse x0, quand on mesure la position, c'est 0. C'est strictement 0. C'est pas un petit peu, c'est 0. Donc si je mesure la position sur cet état-là, j'ai une probabilité de trouver quoi que ce soit qui est strictement nulle. C'est-à-dire que je ne vais rien trouver du tout. C'est-à-dire que je ne peux pas mesurer la position. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que la position n'est pas une grandeur physique pertinente. Or, on a une notion de position quand même qui est pertinente. Donc on a un vrai problème ici. C'est-à-dire que si vraiment on a ça, alors, eh bien, cet état a une composante nulle sur chacun des vecteurs de base. Donc c'est le vecteur nul. Donc il n'y a que le vecteur nul dans l'espace, enfin dans l'espace des états. C'est pas génial. Oui. Ah, alors, d'accord, mais alors donc on n'a pas ça. Le problème c'est que effectivement, alors, eh oui. Et ça veut dire que l'état en question, d'ailleurs, il n'est pas normé. Mais soit dit en passant, même, et c'est là que c'est encore plus pervers. J'arrive, hein, j'ai vu que vous aviez levé la main. Même si ça vaut l'infini. Admettons que ça vaille l'infini. Que vaut cette intégrale? Intégrale de Lebesgue, c'est tout pareil. Ce point-là, il pourrait être... Admettons qu'on dise que c'est l'infini, ce point-là. Quelle est l'intégrale? C'est... Non, attendez. Si ça, c'est une fonction de x et de x0, d'accord? On veut que si x n'est pas égal à x0, ça doit valoir 0. Parce que sinon, ça veut dire que ce n'est pas un état bien défini. Un état de position bien définie x et un état de position bien définie x0 sont deux états différents. Si ce n'est pas la même position. Donc leur produit scalaire, c'est 0. Donc ça, c'est strictement nul quand x égale x0. Maintenant, quand x égale x0, normalement, ça doit valoir 1, puisque la probabilité de trouver le résultat correspondant à la valeur bien définie, bah, c'est 1, sinon ce n'est pas une valeur bien définie. Donc par définition de l'état, ça doit valoir 1. On voit que ça pose un problème, et là vous dites, ouais, mais alors si on disait que c'était l'infini en fait, mais même si c'est l'infini, cette intégrale vaut 0. Parce que l'intégrale d'un truc qui vaut 0 partout, sauf en un point qui vaut l'infini, si vous regardez, c'est une fonction étagée au sens de Lebesgue, vous prenez la valeur 0 fois la taille de l'ensemble qui a cette valeur-là, c'est-à-dire l'infini, mais c'est la valeur 0, donc ça fait 0, plus cette valeur-là fois la taille de l'ensemble qui a cette valeur-là. Mais la taille de cet ensemble-là, c'est la taille d'un point, ça mesure 0, et donc à nouveau, ça fait 0. Donc cette intégrale, quelle que soit la valeur de ça, y compris l'infini, ça vaut 0. Alors, ouais. Si on prend un rectangle, comme on dit avec les questions... Non, d'accord. Oui, mais je veux dire, étant l'étiole vers 0. Oui. On va arriver à ce qu'on veut, et pourtant on n'intégrera la taille de ce rectangle. Ouais, mais c'est pas une fonction. C'est pas une fonction, du coup. Enfin, c'est... J'y viens. Attendez, parce qu'il y a d'autres questions. Alors, il y avait d'abord là-bas, là et là. Oui. Chut, s'il vous plaît. Déterminer une position d'un état qui est une combinaison linéaire de deux états ou plusieurs états. Le psi. Ouais. Mais on n'avait pas dit que quand justement on observait, Ouais. parce que là on observe quand on définit une Ouais. position x0, quand on observe en x0, on n'annule pas plein de alpha x et on en laisse un. Ouais. Du coup, ça serait pas juste la position d'une... Oui, mais celui qu'on laisse, quelle est la probabilité que... Reprenons ici. Quand je mesure G là-dessus, effectivement, je vais tuer tout le monde, il ne restera plus qu'un seul GI. Quelle est la probabilité que j'obtienne GI, ou GJ, ou GK, etc. C'est le produit scalaire avec GI au carré. Et donc là, oui, c'est ça, on voudrait qu'il se passe pareil, c'est-à-dire si je mesure la position de ce truc-là, je vais trouver un certain X,
avec quelle probabilité je vais trouver ce x-là plutôt que celui-là? Avec la probabilité module de x psi au carré. Sauf que x psi, quel que soit x, c'est 0. Donc il y a un vrai souci. Oui? Alors exactement. Il y a une façon de s'en sortir. Alors, avant de reprendre, parce que du coup, oui, donc je vais continuer là-dessus. Vous aviez une question aussi? Juste à droite, on met égal 0 ou égal psi de 0, c'est ce qu'il y a dans l'intégrale ou c'est tout l'intégrale? Non, c'est la fonction qu'on intègre. Et mais du coup, les deux, enfin là, ce qu'on a à droite et ce qu'on a en dessous avec égal 0 ou égal 1, c'est compatible, ça donne ce résultat-là si on... Enfin, ça, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Donc l'intégrale, si ça c'est une fonction, quelle que soit la fonction, si ces états-là sont des états de position bien définis, alors là on a une fonction qui doit être nulle partout, sauf en un point où elle vaut 1. Dans ce cas-là, cette intégrale vaut 0, et donc on est mort. Alors, vous avez suggéré, et l'idée n'est pas mauvaise, que c'est peut-être pas 1, en fait, ça c'est peut-être l'infini. Ouais, mais même si c'est l'infini, si ça c'est une fonction qui vaut l'infini en x0 et 0 partout ailleurs, quand bien même, cette intégrale serait nulle. Donc, et c'est ce que vous disiez là, donc ça ne peut pas être une fonction. Ça peut pas être une fonction de x et de x0. Alors, heureusement, on a pu donner sens à ça d'un point de vue mathématique. Simplement, si vous regardez ça, vous avez effectivement le... Alors, vous connaissez déjà la fonction de Dirac, donc c'est bien, je n'ai pas besoin d'en dire trop. Ceci dit, on n'a pas encore vu les distributions en maths, mais je vais quand même... du coup, on va devoir un tout petit peu les introduire, mais votre familiarité avec la fonction de Dirac va fonctionner. Si j'écris ça... Enfin, si je regarde ça, oui. Donc, si ce psi de x là, il n'y a pas de lumière, là? Ouais. Mieux, ouais. Oui, donc ça fait penser à la distribution de Dirac pour ceux qui connaissent les distributions, mais sinon à la formule que vous avez écrite sans formellement définir les distributions. Vous avez donc, je réécris simplement ce qui est là-bas. x0 psi égale somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x. Cet objet-là, alors, je le réécris simplement, dx. Donc ça, nécessairement, s'il existe des états de position bien définis, ça ne peut pas être une fonction. Alors, néanmoins, je vais la noter avec la notation de Dirac. Fonction de Dirac, delta de x0. Donc c'est ce qu'on appelle une distribution. Alors on va voir très bientôt en maths la définition d'une distribution. L'idée est la suivante. C'est que si vous avez une fonction x quelconque, quel que soit f, somme de f de x moins x0, de f de x fois delta x moins x0 dx, de moins l'infini à plus l'infini, égale f de x0. En fait, donc, on peut définir un objet de ce genre-là. Ça a un sens. Ça s'appelle une distribution. Et on va voir, je suis obligé d'anticiper un peu sur le cours, on va voir que ça définit une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Cet objet-là, delta de x,
c'est un objet, on l'appelle distribution, c'est un objet qui a une fonction, donc je vais me placer dans l'espace des fonctions L2 de R, hein, les fonctions de carré sommable qu'on a définies, a une fonction, attribue un nombre, d'accord? Un nombre complexe, on est toujours sur les complexes, mais... donc, pour la fonction f, la fonction qui a x associe f de x, la fonction f, un ensemble de fonctions, associe le nombre f de x0. Donc ça, c'est effectivement un opérateur qui a une fonction associée à un nombre, et cet opérateur est linéaire. Je vais mettre opérateur entre guillemets, mais enfin c'est un opérateur au sens premier du terme, mais c'est juste pour le distinguer des observables, etc. Enfin, c'est un opérateur, ça prend un truc, ça en fait un autre. Donc ça prend une fonction, ça fait un nombre, et ça, c'est linéaire de façon complètement triviale. Parce que si vous avez deux fonctions f et g, et puis des coefficients lambda, enfin un coefficient lambda dans C, évidemment, f plus lambda g va donner f plus lambda g de x0, qui n'est rien d'autre que f de x0 plus lambda g de x0. C'est linéaire parce que l'espace des fonctions, en l'occurrence, est un espace vectoriel. Je peux faire des combinaisons linéaires, et la combinaison linéaire de la fonction, c'est celle qui, en un point, donne la combinaison linéaire de ce que donnent les fonctions individuelles en ce point-là. Donc, ça, c'est un opérateur linéaire de façon triviale. Il y a juste un truc, c'est que cet opérateur n'est pas continu. Et c'est ça qui va poser problème, mais on va le résoudre. Je vais reprendre la notion de... Oui, pardon. On a déjà vu des opérateurs linéaires comme ça, sur les fonctions. C'est ce qu'on a défini comme un bras. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a appelé un bras? C'était justement un opérateur linéaire, mais continu. C'est la seule différence. Un bras, c'est un opérateur linéaire continu qui a un vecteur de l'espace de Hilbert associé à un nombre. Je vais reprendre tout ça clairement. Alors, en répondant à vos questions, je dis plus que ce que je voulais, mais donc je me décale, c'est pas grave. Ok, je pense qu'on a assez, donc juste là, ça, c'est... Donc, ça, c'est la définition de la distribution de Dirac, d'accord? Donc, distribution de Dirac. Ça, c'est une définition mathématique. On verra toute la théorie des distributions, enfin, disons, une introduction à la théorie des distributions en maths. Et donc, là, cette équation, on a vu que ça ne pouvait pas être une fonction, mais ça peut parfaitement être une distribution, une espèce de fonction généralisée, si vous voulez. Et à ce moment-là, ça, c'est simplement psi de x0. Donc ça, c'est assez sympathique. Vous avez en fait psi de x qui, du coup, est en fait x psi. Donc psi de x0, c'est x0 psi. Donc s'il existe des états à position à valeur de x bien définie, notez x, alors on peut effectivement écrire un état général psi comme étant la somme des psi de x, x, dx, mais attention, la nouveauté ou la particularité, la difficulté technique, c'est que x, y, ce n'est pas une fonction. Et c'est en fait la distribution delta de x moins y ou de y moins x, c'est exactement pareil.
Et donc ce psi de x, en fait, ce n'est rien d'autre que x psi. Alors ça, c'est formel pour l'instant. Je vais maintenant donc définir proprement cet objet-là, qui se présente comme un bras, mais qui n'a pas les propriétés convenables d'un bras. Un bras est censé être, c'est une forme linéaire continue, celui-là n'est pas continu, donc on va parler de bras généralisés, d'où on va tirer des quêtes généralisées, qui seront, du coup, le quête généralisé associé à ce bras, ce sera ça, et ce seront les objets avec lesquels on va travailler. C'est celui qui est là. En fait, donc si ça n'est pas une fonction, c'est que ça, c'est pas vraiment un quête non plus. Mais, à partir de maintenant, on va donner sens à l'idée que ce truc-là serait un quête. Alors, c'est pas un quête, donc c'est un quête, on l'appelle quête généralisée, mais on va donner la structure mathématique qui donne un sens précis et convenable à tout ça. Alors allons-y. Donc je vais faire le grand 2 là, bras et quête généralisée. Donc ça va être un peu formel, pas forcément très très physique, encore que gardez en tête l'idée d'état de position bien défini, mais il faut en passer par là. Alors, je vais commencer par un rappel sur les bras, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas super au point pour tout le monde. Alors, rappel, retour sur la notion de bras. Un bras, tout simplement, c'est comme ça qu'on l'avait défini, et je le refais, c'est un élément de l'espace dual topologique de l'espace de Hilbert. Donc, un tout petit peu formel. Donc, j'ai un espace de Hilbert, H, qui est l'espace des états, d'accord ? Et j'ai son dual topologique. Vous savez tous ce que c'est qu'un dual topologique. Enfin, c'est l'espace dual, c'est-à-dire c'est l'ensemble des formes linéaires continues sur H. Qu'est-ce qu'une forme linéaire? C'est une application qui prend forme linéaire continue sur H, donc ça prend un élément de H et ça en fait un nombre. C'est ça une forme linéaire. Hein. D'accord? Donc, soit oméga élément de H', alors oméga c'est une fonction de H dans C qui a tout F dans H associe oméga de F qui est dans C. Ça, c'est le dual topologique. Alors, on montre que ce dual topologique est isomorphe à l'espace des états. C'est le théorème de représentation de Ries. Dans le cas, je vais prendre l'espace des fonctions. Hein, si H, donc c'est L2 de R. Donc l'espace des fonctions de carré sommable, ça on a vu que c'était un bon espace de Hilbert, avec comme produit scalaire FG, le produit scalaire de F et G, c'est le somme de F de étoile de X, G de X dx, de moins l'infini à plus l'infini. Ça définit un produit scalaire qui est hermitien, qui définit une norme qui est la norme hermitienne associée. Cet espace-là est complet. Si vous prenez une suite de fonctions de carré sommable
qui est de Cauchy, elle converge vers une fonction de carré sommable au sens de Lebesgue, à une égalité presque partout près, etc. Ça, c'est l'espace de Hilbert standard des fonctions de carré sommable. Donc, mais ce que je dis là est vrai quel que soit l'espace de Hilbert. C'est celui sur lequel on va travailler après, mais peu importe. Donc, une forme linéaire continue associe à une fonction ici, ou un vecteur quelconque d'un espace de Hilbert quelconque, un nombre dans C. Ça, on peut en fabriquer des fonctions comme ça, qui vont être simplement le produit scalaire d'un vecteur avec la fonction f. Donc, exemple. Donc ça s'appelle un bras. Par définition, un élément de H, c'est un bras. Voilà. Donc, exemple de bras. Si f appartient à H, eh bien, oméga f qui, à tout G, associe le produit scalaire fg, c'est-à-dire ça, hein, je ne le réécris pas, ça, c'est une forme linéaire continue. C'est donc un bras. Pourquoi ça, c'est une forme linéaire continue? Ben, si vous regardez la norme de ce truc-là, vous avez la norme de oméga f de G. Ça, c'est oméga f de G, d'accord? La norme de oméga f de G au carré. Par définition, c'est module de ça au carré. Et ça, c'est plus petit que le module, enfin que la norme de f fois la norme de G. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. De manière générale, là je l'ai écrit dans cet espace de Hilbert en particulier, mais de façon générale, à tout x dans H, on peut associer le bras x tel que x appliqué à y est égal au produit hermitien entre x et y. Et ça, c'est bien un opérateur continu parce que le module au carré de xy est inférieur ou égal au module de x, à la norme de x fois la norme de y. Ah, c'est un peu petit là. En fait, c'est un peu délicat parce que ça rassemble un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, mais on a besoin de ça. Donc, je réécris ce que j'ai mis là en plus grand, là, parce que ça, vous risquez de ne pas voir. Module de x au carré, le produit scalaire entre x et y, c'est plus petit que la norme de x fois la norme de y. C'est Cauchy-Schwarz, ça. Je ne sais jamais s'il y a un T ou pas, celui-là. Bon, bref. Non, je crois qu'il n'y en a pas, je crois. Ouais. C'est Laurent Schwartz qui a un T, mais ce n'est pas lui, là. Laurent Schwartz suit des distributions, justement. Celui qui a fait la théorie des distributions, c'est Laurent Schwartz, un Français, cocorico. C'est pas le même que celui-là. D'accord? Le produit scalaire au carré est plus petit que la somme des normes. Il y a un cosinus entre les deux. Pardon. Ça, mais... Enfin, oui. Produit scalaire, c'est la norme de l'un fois la norme de l'autre fois le cosinus en truc standard. Donc voilà, soit vous mettez le carré, soit vous ne mettez pas. Je me suis embrouillé. Voilà, pardon. Bien.
OK, donc vous voyez que à tout vecteur de l'espace, à tout quête, on peut associer un bras qui est une fonction linéaire continue. Je vous l'ai donné ici dans l'exemple particulier où l'espace de Hilbert en question, c'est l'espace des fonctions de carré sommable. Voilà. Alors, le théorème de représentation de Riesz, qu'on a vu, que j'ai déjà évoqué ou énoncé, nous dit qu'en fait, prendre le produit scalaire avec un vecteur, ça réalise une forme linéaire continue, mais en fait, toute forme linéaire continue est le produit scalaire avec un certain vecteur. Il n'y en a pas d'autres des formes linéaires continues. Quel que soit le vecteur que vous prenez, la forme linéaire qui a un vecteur prend le produit scalaire avec lui, c'est une forme linéaire continue, et il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que vous avez un isomorphisme entre l'espace de Hilbert et son dual topologique, c'est-à-dire l'espace des formes linéaires continues sur cet espace. Donc, ça, on appelle ça un bras, et c'est le bras associé aux quêtes. Donc, chaque forme linéaire est en fait une opération produit scalaire avec un certain vecteur. Eh bien, ce vecteur-là en question, un unique vecteur, évidemment, le produit scalaire avec un autre vecteur, ça donnerait autre chose. Donc, chaque forme linéaire, c'est en fait le produit scalaire avec un certain vecteur. Eh bien, il y a donc une correspondance biunivoque entre un vecteur et une forme linéaire. Eh bien, on appelle l'un quête et l'autre bras. Donc, le bras associé à un quête, c'est la forme linéaire produit scalaire avec ce quête. OK, alors, donc ça, c'était le rappel. Maintenant, on a ici défini, tiens c'est bien, c'est pas effacé pour une fois, on a ici, voilà, ça, on a ici avec cette distribution de Dirac, non, c'est plus ça, là. Ah si, bon bref. On a une forme linéaire, d'accord? Là, donc, la distribution delta de x moins x0, qui a une fonction f de L2 de R, associe le nombre f de x0, ça c'est une forme linéaire, je viens de le rappeler. Malheureusement, on ne peut pas trouver un vecteur dont cette forme linéaire serait le produit scalaire avec ce vecteur. Je viens de dire que toutes les formes linéaires continues étaient en fait le produit scalaire avec un certain vecteur. Celle-là n'est pas le produit scalaire avec un certain vecteur. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous ne trouverez pas. Et en fait, la raison, c'est qu'elle n'est pas continue, cette fonction-là. Cette forme linéaire. Bon, soit, elle ne l'est pas. Néanmoins, c'est quand même une forme linéaire. Et donc, on va appeler bras généralisé une forme linéaire, ok, pas continue, mais qui permet quand même de travailler comme on le fait avec les bras standards. Grosso modo, c'est ça. Alors maintenant, on va dire les choses proprement. Donc, je vais la noter. Donc, ça, c'est une forme linéaire. Donc, je précise bien qu'elle n'est pas continue, sinon c'est simple, ça serait associé à un certain vecteur. Et je vais la noter x0 comme ça. Je la note comme un bras. Ce n'est pas un bras standard, mais c'est un bras généralisé. Voilà, donc par définition, un bras généralisé, c'est un truc comme ça qui, donc c'est une forme linéaire qui a x de h associe un nombre qu'on note, donc x0, x. Alors justement, qui associe
pardon, justement, pas x, pardon, qui a psi, oui, x, c'est pas un élément de h, ça va être associe ça, voilà. Et ça, donc ça, c'est ce qu'on a vu avant, ça, c'est psi de x0. Voilà. Donc ça, c'est bien un nombre. Donc je peux le faire avec les fonctions. C'est ça l'idée, c'est que on va voir. Donc on a vu que x0, x, ça c'est pas une fonction, c'est une distribution, mais avec une fonction quelconque psi de h. Donc si h c'est L2 de R, enfin ça c'est dans le cas général. Donc h dans le cas h égale L2 de R. Les éléments de h sont toutes les fonctions de carré sommable. Psi de x. C'est des éléments de h, je les note sous forme quête. Psi. D'accord ? Eh bien, un brin généralisé, c'est une forme linéaire qui, à toute fonction, associe, ce bras généralisé-là, x0, par définition, c'est la forme linéaire qui, à toute fonction psi, associe sa valeur au point x0. C'est standard. D'accord ? Donc, par définition, le bras généralisé x0 est la forme linéaire non continue qui à psi associe psi de x0. Et ça, donc, on le note. Simplement pour exploiter la notation de Dirac, je note ça comme ça, je note la fonction psi comme ça, et donc ce psi de x0, je vais le noter x0 psi. Voilà. Donc là, j'ai pas de rouge, pas grave. Voilà. Si vous devez retenir qu'une chose jusqu'à présent, c'est ça. Je définis. Enfin, j'écris comme ça, j'appelle ça un bras généralisé. Ce n'est pas un bras, sinon ce serait le conjugué d'un ket, c'est-à-dire d'un certain vecteur. Mais il n'y a pas de vecteur qui réalise ça, dont le produit scalaire avec une fonction réalise ça. Mais c'est quand même une forme linéaire qui, à toute fonction de l'espace, associe sa valeur au point x0. D'accord ? Donc, ça c'est la fonction. Ça, c'est l'objet sur lequel elle s'applique, l'élément de h. Donc, j'ai un f de cet élément-là, enfin, la fonction de cet élément-là. Ça fait ça, et je le note donc comme ça, simplement. Okay ? Je vais quand même ramener l'autre. Est-ce que ça va, ça? Parce que je répète plusieurs fois la même chose dans l'espoir que ça vous accroche. Je ne suis pas sûr que vous voyez exactement l'idée, là. Si? Ça va? Non, hein? Oublions les noms. Distribution, bras généralisé. Oublions ça. Vous êtes d'accord que prendre une fonction psi de x, et lui attribuer psi de x0, ça c'est une forme linéaire. Eh bien, je note x0, cette forme linéaire. x0 est la fonction qui, à tout psi de x dans L2 de R,
associe psi de x0. Tout simplement. Tout simplement. Ça va. Il se trouve que cette fonction est linéaire, puisque évidemment, si je prends psi plus lambda phi, je vais lui associer psi plus lambda phi de x0, qui va être psi de x0 plus lambda phi de x0. Donc c'est un truc linéaire. Bien. Alors, je suis dans... J'ai pas fait le petit 2, là? Le petit 2, c'était bras généralisé. Si, je l'ai fait, hein? Ouais, d'accord. Donc maintenant, petit 3. Petit 3, quête généralisée. Quête généralisée. Alors, dans H égale L2 de R, dans cet espace de Hilbert-là, il se trouve qu'on peut associer à certains bras généralisés, pas tous, mais ceux-là, oui. On peut associer à certains bras généralisés, c'est-à-dire à certaines formes linéaires, pas forcément continues, des fonctions, ou plutôt, oui, enfin, des fonctions, localement sommables, pas forcément des éléments de H, c'est-à-dire de carré sommable. On peut leur attribuer des fonctions qui vont du coup être les quêtes généralisées. Alors allons-y. Alors c'est là que normalement on a besoin de la théorie des distributions, mais on va faire sans, autant que possible. Donc, à certains bras généralisés, et en particulier au x0, à ces bras-là, on peut associer je suis où? Donc un quête, oui. Vient le produit scalaire. Alors un quête généralisé. Vient le produit scalaire et l'action sur les fonctions. Alors vient la théorie des distributions qu'on n'a pas encore faite. Bon, j'efface ça, tant pis. Qu'on n'a pas encore faite proprement, mais on n'a pas besoin de tout ça. Je pense que vous en savez assez pour que ce qu'on va faire là vous parle, j'espère. Donc, l'idée est la suivante, c'est que donc, voilà, donc psi, excusez-moi, ouais, je m'aperçois que ça y a quand même besoin de la théorie des distributions un peu. J'espérais avoir fait la théorie des distributions avant, pour rien vous cacher, mais...
Oui, on n'a même pas vu l'espace de Schwarz. Ha! Aïe, 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 aïe. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Genre, il reste 10 minutes. Non. Ah non. 25 minutes. 30 même. Ouais. Une petite heure, une petite heure. J'hésite à écrire les choses avec la théorie des distributions, mais que ça ne vous parle pas. Ou simplement... Ouais. Zappons ça. On reviendra... En fait, quand on fera la théorie des distributions en maths, je viendrai combler ce petit bout-là. Il y a juste 3 lignes à écrire. Ça va être la définition générale du quête généralisé. Mais on n'a pas besoin de ça, fort heureusement. On va juste s'intéresser aux quêtes x0 associées à ce truc-là. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment on le définit. Et on reviendra sur le lien avec les distributions qui fondent ça de façon générale et rigoureuse. Donc, laissez ça en suspens. Donc, la philosophie de la chose, c'est que donc, on a ce quête généralisé, il est défini comme ça, ce bras généralisé, il est défini comme ça. À toute fonction de L2 de R, donc à tout élément de l'espace de Hilbert, ça associe un psi de x0. Et du coup, en fait, on peut... Il n'y a pas besoin que la fonction... Enfin, ce bras peut agir sur d'autres types de fonctions, pas forcément juste la fonction... les fonctions de carré sommable. Il peut agir sur d'autres fonctions qui ne seraient pas carré sommables et qui donneraient leur valeur en x0. Donc on peut étendre ça à d'autres types d'objets, donc au sens des distributions, et comme ça faire apparaître, en fait, donner une définition du quête associé à ce bras-là. Mais donc, je passe l'aspect distribution et on va en venir directement au bras généralisé. Alors, et je vais commencer par définir les bras et les quêtes qu'on appelle impulsions. Et donc on va les noter P comme ça c'est le bras impulsion P, et ça c'est le quête impulsion P. Alors, ça va être des bras et des quêtes généralisés, mais on va les définir. Alors, petit a définition. Donc, soit la fonction oméga p qui à x associe oméga p de x égale, alors ça va vous paraître un peu arbitraire, mais on va tout de suite voir pourquoi, e puissance i px sur h bar. Bon, je définis une fonction, j'ai le droit, d'accord ? Cette fonction, c'est e puissance i kx sur h bar divisé par racine de 2 pi h bar. Why not? Bon, ce serait plus agréable. L'usage fait ça afin de faire apparaître ici un P qui a les dimensions d'une quantité de mouvement. Enfin, impulsion ou quantité de mouvement, enfin, c'est la même chose, d'accord? C'est synonyme. P fois X, ça a bien les dimensions de H bar. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, vous vous rappelez, avec le Hamiltonien. On avait écrit E puissance I E T sur H bar. Hein, c'était l'évolution de la phase des états propres, vous vous rappelez. Et puis, on avait préféré ça à E puissance I oméga t. Mais c'est pareil, enfin, c'est E égale H bar oméga, puis voilà, enfin, c'est juste pour faire apparaître, on avait fait ça juste pour faire apparaître un truc qui a la dimension d'une énergie, voilà. Donc là, c'est de la même façon, ce E puissance I px sur H bar, je pourrais préférer, en fait, je préférerais, en vrai, mais l'usage physique fait qu'on utilise P et pas K,
c'est un E puissance IKX, d'accord? Et simplement P égale H bar K, voilà, d'accord? Bon. Donc on préfère travailler directement avec une grandeur qui a la dimension d'une impulsion, parce que c'est la grandeur physique standard qu'on a fait sortir en physique classique, de même pour l'énergie ici. Donc ça veut dire que ça, en fait, ça c'est le noyau de la transformée de Fourier. Voyez. Hein, si vous l'écrivez comme ça, IKX, alors du coup, si on ne met pas le H bar, la normalisation, ça c'est pour des raisons de normalisation, il n'y aurait pas le H bar et on aurait 1 sur racine de pi E puissance IKX qui vous rappelle ce qu'on a fait pour la transformée de Fourier. Ce n'est pas par hasard, il va y avoir un lien. En tout cas, à ce stade, je définis cette fonction-là, si vous voulez bien, et sinon, comme je le fais quand même. Alors, le point clé, c'est que cette fonction n'est pas de carré sommable. D'accord ? Oméga P n'appartient pas à L2 de R. Ce n'est pas une fonction de carré sommable. Si vous ne pouvez pas faire la somme de modules de E puissance, enfin de oméga P de X, là, dx, ça, là, ça, c'est plus l'infini. Enfin, hein, vous avez module de ça, ça fait 1. Si vous sommez une constante de moins l'infini à plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça, ce n'est pas une fonction de carré sommable. Mais c'est une fonction. À chaque x, ça donne un certain oméga p de x. Aucun souci, c'est une fonction. Juste, elle n'est pas dans L2 de R. OK ? Néanmoins, cette fonction définit une forme linéaire en fait sur L1 inter L2, donc sur des fonctions sommables et de carré sommable, mais enfin, c'est pas le point clé. Et donc ça définit une forme linéaire que je vais noter grand oméga p. Donc c'est une forme linéaire qui donc a une fonction de L2 de R associe un nombre complexe, une forme linéaire standard. Lequel, eh bien, celui-ci, a tout phi, fonction phi de x, enfin une fonction de L2 de R, de carré sommable, je lui associe le nombre, donc oméga p de phi, si vous voulez, l'image de phi par oméga p, qui est simplement la somme de moins l'infini à plus l'infini de oméga p, je vais mettre étoile, dx, phi dx, dx. Voilà. Autrement dit, oméga p de phi, c'est la fonction. Pas, non, autrement dit, rien pour l'instant. OK. Ah, c'est la fonction transformée de Fourier, mais j'ai besoin d'une ligne en plus. OK. Je vais l'écrire là. Donc, oméga p de phi, juste j'écris sa définition. Vous êtes d'accord, c'est une forme linéaire, hein? Ça, c'est un nombre. C'est un nombre, alors, c'est pour ça, c'est un nombre à condition que ça converge. Et donc, si phi est dans cet ensemble-là, oui, ça converge. Voilà, c'est tout, mais peu importe. Donc, j'ai une certaine fonction oméga p, qui n'est pas dans L2 de R, d'accord, mais qui est une fonction, eh bien, cette fonction définit une forme linéaire, celle-ci, qui a tout phi associé oméga p de phi. C'est une forme linéaire, parce que ça, c'est un nombre, et si je fais oméga p de phi plus lambda psi, ça va me donner oméga p de phi plus lambda oméga p de psi. Donc, c'est une forme linéaire. Cette forme linéaire,
ok, elle n'est peut-être pas continue, mais en tout cas, c'est un bras. Généralisé s'il le faut, mais c'est un bras. En l'occurrence, oui, généralisé, mais soit. Alors, que vaut exactement oméga p de phi? Je vais l'écrire simplement. Donc, ça fait somme de moins l'infini à plus l'infini. Alors, juste, je remplace oméga p de x parce que ça vaut. Hein. Donc, oméga p de x, ça fait 1 sur racine de 2pi h bar, e puissance, moins 1, puisque je prends le complexe conjugué, là. En fait, vous voyez que c'est juste le produit scalaire entre oméga p et phi. Donc, c'est une forme linéaire comme un produit scalaire standard, sauf que la fonction, elle n'est pas dans h. Donc, e puissance moins i px sur h bar fois phi de x dx. Bon, eh bien ça, c'est exactement phi tilde de p. C'est la transformée de Fourier de phi en p. Oui? Donc oui, oméga p, c'est une fonction. À cette fonction est associée une forme linéaire. Grand oméga p, c'est la forme linéaire. Oui, oui. Alors, permet de définir la forme linéaire oméga p. Oui. Oui, 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 oui. Yes. OK? C'est bon? Donc, j'ai simplement après écrit précisément ce que c'est oméga p de phi. Et voilà pourquoi on avait choisi cette fonction particulière. C'est que du coup, oméga p de phi, c'est rien d'autre que phi tilde de p, la transformée de Fourier de phi évaluée en p. D'accord? Par rapport à notre définition de la transformée de Fourier, on n'avait pas mis le h bar ni là ni là. Hein, enfin, si on travaillait avec ça, ce serait directement la transformée de Fourier telle qu'on l'a définie. Comme on change la normalisation, là, on utilise la variable p qui est h bar k. Du coup, ça fait donc ici, évidemment, le k devient p sur h bar et la normalisation devient, enfin, ça met 1 sur racine de h bar en plus. Hein, vous vous rappelez, notre définition de la transformée de Fourier, c'était ça. D'accord, sans le h bar. Avec k à la place. OK? Donc voilà, ça, c'est la transformée de Fourier. Donc en fait, à la fonction oméga p, qui n'est pas dans h, mais qui est une fonction, est associée une forme linéaire, donc un bras, généralisé, parce qu'en l'occurrence, c'est pas continu sur toutes les fonctions, qui en fait, à chaque phi, enfin, en tout point, je veux dire, qui à chaque phi associe sa transformée de Fourier au point P. Yes? Bien. Eh bien, on note P, ce bras généralisé. Tout simplement. C'est ça, le bras P. C'est la forme linéaire qui a une fonction associée, sa transformée de Fourier au point P. En P. Enfin, en K, si on travaillait dans l'espace des K, on travaille dans l'espace des P qui vaut H bar K. Bon, au H bar près, c'est exactement ce qu'on a vu en transformée de Fourier, quoi. Donc, attention. Alors, ouais, ok, pardon. Voilà. Ok. Eh bien, le ket généralisé associé à P est noté P. OK? Voilà. Attention. P n'appartient pas à H.
c'est un ket généralisé, on le note comme un ket, mais ce n'est pas un élément de H. Donc P, en fait, est associé à la fonction oméga P. Si oméga P était dans H, ce serait un ket standard. Oméga P, la fonction oméga P, hein, qui est la fonction oméga P de X, cette fonction n'est pas dans L2 de R. Ok, mais c'est pas grave en fait, c'est une fonction quand même. Bon, alors, propriété. Ouais, petit b, propriété. Donc, la famille des quêtes généralisées P, pour P dans R, est une famille orthonormée au sens suivant. Au sens suivant, quel que soit P et P' dans R, P' égale delta ou P', je ne sais pas, peu importe, égale delta de P moins P'. De toute façon, c'est réel, donc P' égale P' étoile, mais égale P', donc tout ça est exactement pareil. Voilà. Alors, c'est là où je vais aussi vous renvoyer un peu plus tard, mais ça se démontre très simplement dans le cadre de la théorie des distributions. On verra la transformée de Fourier d'une distribution. Et donc, en fait, on a P' qui, par définition, est donc P', c'est la transformée de Fourier de la fonction associée à P', évaluée en... c'est là, bon, je l'écris, mais au sens des distributions. Je suis désolé, mais vous n'avez pas encore les outils pour ça, mais peu importe. Enfin, notez-le. Ça c'est vrai, voilà. Et on le démontrera quand on fera la transformée de Fourier des distributions. Bon. On n'a pas ce qu'il faut encore. Ok, alors je vais passer tout de suite aux quêtes et au bras position. Bon, le cours d'aujourd'hui est un peu formel et il est d'autant moins agréable, moins digeste, j'imagine, pour vous, qu'on n'a pas tout à fait les outils mathématiques complets. J'essaie quand même de vous donner le cadre général, mais j'ai bien conscience que ce n'est pas idéal. Ok, donc, on a déjà vu donc, le quête position comme ça, hein, x0, et ça c'est le bras, et ça c'est le quête. Alors le bras, on a déjà vu ce qu'il faisait, donc on a vu... donc, par définition, x0 appliqué à une fonction psi, ça donne psi de x0, par définition, d'accord? Et on va définir celui-là pose zéro problème. C'est vraiment
par définition, c'est ça, c'est une forme linéaire, elle est pas continue, mais voilà. On va définir le ket x associé à ce bras par son action sur des fonctions, enfin, par son lien à des fonctions, en fait, en écrivant que pour une fonction phi, alors, dans l'espace S, ça c'est l'espace des fonctions non seulement continues, mais en fait c'est infini à décroissance rapide. On verra pourquoi on a besoin de ça plus tard, peu importe, ce sont des fonctions qui se comportent bien. À décroissance rapide, ça veut dire que à l'infini, ça décroît vers 0 plus vite que n'importe quel 1 sur x puissance n, plus vite que n'importe quel polynôme. Et non seulement la fonction décroît plus vite que n'importe quel polynôme vers 0, mais toutes ses dérivées décroissent aussi plus vite que n'importe quel polynôme. C'est des fonctions qui vraiment sont tuées très, très fortement à l'infini. On verra pourquoi on a besoin de ça, pour des raisons de transfert de Fourier. On verra ça dès mercredi prochain, mais peu importe. Donc, pour une fonction qui va bien, on va avoir phi x0 qui est simplement x0 phi étoile. Comme si c'était un vrai produit scalaire standard. C'est-à-dire, si on veut associer à ce bras-là un ket, donc à ce bras généralisé, un ket généralisé, si on veut faire ça, on doit avoir quelque chose comme ceci. Or, ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est phi de x0. Et donc ça, c'est phi de x0 étoile, tout simplement. Donc le ket associé à ce bras, c'est le ket qui, si on fait son produit scalaire avec une fonction quelconque, et ça s'écrit comment ça? Eh bien ça, c'est somme, c'est le produit scalaire de deux fonctions, si ça c'était une fonction. Donc ça fait phi de x étoile fois la fonction associée à ce truc-là. Je vais mettre des guillemets, fois dx. Eh bien, à quelles conditions ça est égal à ça? Bah, simplement, ça, vous voyez que ça, c'est le delta de Dirac. Puisque vous multipliez, vous intégrez de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est juste le produit scalaire, d'accord? Vous l'intégrez de moins l'infini à plus l'infini de ce truc-là fois phi de x étoile, et il vous sort phi de x0 étoile. Donc ça sélectionne là-dedans la valeur en x0. Donc ça, ce n'est rien d'autre que la fonction delta, en fait, qui n'est pas une fonction, qui est une distribution. Mais n'empêche. Donc voilà comment se définit en fait le ket. Le bras, c'est très simple, c'est juste... ça attribue à chaque psi sa valeur en x0. Eh bien, le ket associé, c'est en fait la distribution de Dirac, c'est le delta indice x0. OK? Alors, combien de temps il reste? Non, pas 0. 0,5 au moins. C'est vrai? C'est vrai ou? Bon. Oh, ouais, il fallait pas demander l'heure, ouais, c'est ça. Du coup, ça force à donner une réponse. Et sinon, c'était un peu indéterminé. Et donc, ouais, une fois qu'on fait la mesure, c'est foutu. Ouais. Ok, bon, essayez de vous familiariser un peu avec ça ce week-end. Et puis, la semaine prochaine, lundi, on va reprendre ça. Donc, désolé, c'était un peu formel, mais il faut en passer par là.